Bonjour à tous, donc Eric Manas, Société Alia. Alors moi, ça fait 16 ans que je suis dans la chaudronnerie, en ce qui me concerne. Et ça fait au moins 16 ans que j'entends parler de pénurie de main-d'œuvre, de difficultés à recruter. Donc j'ai l'impression que ça a toujours existé. Et puis mes confrères qui sont depuis plus longtemps que moi, probablement l'entendaient déjà avant, ou le disaient déjà avant. Non, mais non. Non. Donc cette pénurie a toujours été là. Malgré tout, on a toujours réussi à faire face avec nos moyens qui étaient les nôtres, nos filières de recrutement, nos sourcings en fait, à travers des écoles, des associations. Nous, Alia, c'était beaucoup le compagnonnage à une époque, puis des accords avec des écoles. Bref, tout le monde a ses moyens d'y arriver, puis on y arrivait par rapport aux besoins qu'on avait à ce moment-là, quoi. Seulement, voilà, on vient de changer de braquet, quoi, parce qu'aujourd'hui on parle tous de nucléaire, mais d'une manière générale, on parle aussi de réindustrialisation de la France. Il y a beaucoup de choses qui se font, et le marché se tend d'autant plus. Voilà. Le marché se tend d'autant plus. Alors, c'est un effet bénéfique, hein, c'est qu'on a le sentiment qu'à présent, travailler pour l'industrie, travailler pour la chaudronnerie, la tuyauterie, c'est plus valorisant qu'à une époque. Hein. Voilà. À une époque, dès que ça faisait du bruit, que ça sentait pas bon, que ça fumait, valait mieux que ce soit fait ailleurs. C'est certainement de moins en moins vrai grâce à cette dynamique qui est lancée. Mais voilà, la dynamique est lancée, donc la machine est lancée. Mais derrière, il faut fournir la main-d'œuvre, il faut former, il faut les gens pour travailler dans nos usines, sur nos chantiers, quoi. Et c'est là que le programme Match intervient, effectivement. Alors, le programme Match, donc on est nombreux à avoir participé au groupe de travail, hein, on est affichés, nous derrière, chaudronniers tuyauteurs. Et voilà, donc c'est très dynamique, ça remet le métier un petit peu au milieu, l'église au milieu du village, on va dire. Ça repose les fondamentaux, on sait où on va, on a défini beaucoup de choses, nos besoins pour demain, les quantitatifs, etc., etc. Donc la dynamique est lancée, mais au final, la dynamique, c'est super. Mais derrière, on va avoir besoin aussi d'autres choses, de quelques certitudes pour continuer à avancer. Et là, maintenant, je passe la parole à Philippe Delobel du groupe Ponticelli qui va vous en dire davantage. Après, les chaudronniers, les tuyauteurs. Merci, bonjour à tous. Oui, je représente aussi le SNCT, je crois. Et je voudrais d'abord remercier, puisque Yolande n'est pas là aujourd'hui, elle n'a pas pu venir. Bon, voilà. Et je voulais remercier tous mes collègues, tous mes confrères pour l'énorme travail qui a été fait au titre du prochain match. C'était beaucoup de réunions, beaucoup de transmission d'informations, et je crois que le résultat qui nous a été présenté en fin de matinée est particulièrement intéressant et pertinent. Ceci dit, voilà, on sait où on doit aller en termes de nombre de ressources. Maintenant, il nous faut les commandes, on a la visibilité, il faut les contrats. Donc c'est en cours. Il ne faut pas qu'on perde de temps, et j'ai eu déjà l'occasion de le dire plusieurs fois, parce que dans nos métiers, les formations, et ça a été aussi soulevé ce matin, les formations sont longues. On ne sort pas d'école, soudeur toute catégorie ou tuyauteur sachant tout faire. Et on a nous, tuyauteurs chaudronniers, on a des devoirs de formation post-scolaire qui sont très très importants et donc très longs. Donc il nous faut des commandes suffisamment en avance pour pouvoir anticiper. Donc c'est en cours, mais il faut vraiment pas perdre de temps. Une fois qu'on aura ces commandes, il y a deux problématiques qui vont faire jour. La première problématique, c'est ce qu'on a appelé le ramp-up, c'est-à-dire le rythme auquel on va devoir finalement embaucher nos ressources, rassembler nos ressources, les former, pour qu'elles soient au rendez-vous quand il faudra attaquer réellement en usine et sur les chantiers. Et ce ramp-up, il n'est pas évident à analyser, parce que le quantitatif, encore une fois, il faut qu'on le sache, entreprise par entreprise. Et puis ensuite, il faut savoir ce qu'on doit leur faire à ces gens au-delà des formations classiques, des formations de compagnonnage, du tutorat. Il y a toute une activité. Un soudeur ne fait des bonnes soudures que quand il soude. S'il soude pas, ou s'il soude très très peu, ça marche jamais. Et donc là, merci le grand carénage, merci tous les autres grands donneurs d'ordre qui peuvent alimenter en termes de commandes d'ici les 5-6 ans qu'on a devant nous, avant de démarrer la campagne des EPR2. Donc ça, c'est la première problématique. Ce ramp-up est important. Et derrière, évidemment, qu'est-ce qu'on fait faire aux gens? Il y a aussi la problématique du financement de ce ramp-up. Sur ce sujet, on travaille au GIFE, GIFEN, et il y a un groupe de travail qui est monté pour essayer de trouver des propositions sur ces deux problématiques-là.
Le deuxième point qui va être important pour nous industriels, c'est la problématique, et c'est surtout lié aux gens qui fabriquent, donc à la fois les usines et puis les gens qui fabriquent des équipements chaudronnés, c'est la problématique du lissage de charge. Il n'y a rien de pire d'une rupture de charge où vous avez formé vos gens, vous avez mis en œuvre votre production d'atelier, vos flux sont rodés, votre productivité est établie, et puis d'un seul coup vous avez une rupture de charge, et là vous perdez tout ce que vous avez fait. Et ça c'est catastrophique, donc il faut aussi qu'on travaille ce lissage de charge. C'est pas facile à dire, hein, oui, c'est pas facile de le faire, et c'est pas facile à dire. Ouais. Et c'est la deuxième problématique auquel on est confronté et qu'il va falloir travailler. Donc Olivier Barre tout à l'heure illustrait en disant on a bien les diagnostics, maintenant il faut passer aux actions. On en est exactement là. Et voilà, alors on ne travaillera pas pareil, ça sera pas pareil que il y a quelques années. On va réussir aussi à peut-être diminuer notre besoin de ressources par la nouvelle technologie, l'automatisation, la mécanisation. Et je vais passer la parole à Julien sur ce point. Ok, effectivement, à travers Match, donc il y a des hypothèses de productivité qui ont été faites, qui s'appuient sur la mise en œuvre de nouvelles technologies, donc le digital, le numérique, la mécanisation de nos procédés de production. Alors évidemment, c'est pas comme un téléphone, c'est pas plug and play. Donc il y a toute cette phase qui rejoint ce que disait Philippe sur le besoin de ramp up à la fois pour les ressources, mais aussi pour nos moyens industriels, sur lequel on a besoin de visibilité. Visibilité pour déployer nos investissements, les mettre en service, faire les essais, les qualifier, et ensuite réaliser les modes opératoires et la formation des utilisateurs. Donc effectivement, ça nécessite d'avoir de la charge d'ici là pour être prêt le jour J. Et ça, c'est important d'y travailler tous ensemble. Les gains de productivité qu'on pourrait faire à travers ces outils technologiques, en fait, ils pourraient être vite mis à mal si on n'a pas une vision un peu plus tête haute, où on se dit finalement il y a tout à prendre en compte. Et par exemple, moi, si je fais en chaudronnerie une soudure, j'ai bien envie dans la foulée de la contrôler avant d'attaquer la soudure d'après. Et donc, ça nécessite d'avoir la disponibilité de nos amis les contrôleurs, sachant que entre le moment où je vais décider mon contrôle et le moment où j'aurai la certitude d'avoir la soudure bonne, il peut se passer 24-72 heures. Donc ce temps-là, il faut qu'on arrive à le réduire. Alors le réduire avec la disponibilité des ressources de CND en quantité, en qualité, c'est-à-dire en compétences, pour être sûr de faire bon du premier coup. Et puis aussi développer cette montée en gamme technologique sur ces procédés de contrôle. Et ça, c'est pareil, c'est maintenant qu'il faut y bosser parce que ça nécessite aussi l'évolution des codes de construction et puis des spécifications des marchés émis par les grands donneurs d'ordre. Voilà, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut agir sur le sujet. Et ce que je voulais dire pour finir, c'est que finalement cet enjeu industriel qu'on a devant nous engage collectivement, et c'est que collectivement qu'on arrivera à réussir en disant voilà, on a à faire progresser nos outils industriels. Et nous, chez Groupe ADF, on aime bien s'inspirer aussi de ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité qui ont sur la partie industrialisation des moyens une petite longueur d'avance. Merci. Merci beaucoup, messieurs, pour ces témoignages et ces exemples. Alors, on va changer. Et là, on est sur une activité, pardon, essai contrôle, notamment END, CND, qui sont ceux qui m'ont engueulé une fois que les résultats match sont sortis. Et ils m'ont dit, mais c'est pas possible, il y en a pas assez. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que t'as foutu, Frédéric? C'est pas possible. J'ai dit, écoute, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Guirec. Je confirme. Voilà, j'ai reçu mon message d'insulte. Qu'est-ce que tu as fait? Donc en fait, d'où la difficulté de prévoir et d'avoir une vision claire sur certains segments. Et là, pour le coup, on est sur un segment avec beaucoup de charges cachées, en fait, où on a du mal à remonter la charge. Parce que moi, je lui ai dit, écoute, je veux bien que tu m'engueules, mais j'ai pris les données qu'on m'a données quand même. Donc voilà, je vais leur laisser la parole parce que je vois qu'Hélène... Ça marche, merci. Alors Guirec Moga, je représente Intercontrol en tant qu'industriel, mais aussi la CoFriend, donc la confédération des END.
Alors effectivement, on a beaucoup discuté. C'est un sujet, c'est pourquoi? Parce que les CND, c'est beaucoup de choses en fait derrière. De nombreux types de contrôles, surfaciques, volumiques, des choses cachées effectivement. Et pour donner un ordre d'idée, le nucléaire, c'est 3500 personnes, 3500 certifiés. C'est un métier extrêmement technique avec des exigences de savoir-être qui sont particulières au métier, hein, en termes de notamment déontologie ou d'intégrité. Et c'est un métier, dans les 10 ans à venir, on va perdre plus d'un tiers de notre capacité. Simplement par l'effet retraite, sans compter autre chose. Donc on a cette particularité d'avoir des gens très spécifiques et d'avoir une pyramide des âges qui est en descente forte. Au niveau de la charge, Laurent? Bien, au niveau de la charge, comme ce qui vient déjà d'être dit, il est extrêmement difficile d'estimer la charge, en particulier au niveau des rangs 2, puisque nos collègues tuyauteurs chaudronniers passent les commandes directement auprès des fournisseurs pour les contrôles en destructif. Et donc il est très difficile de remonter cette charge qui va de toute façon donc après le pic que on est en train de vivre sur la corrosion sous contrainte, c'est une charge qui va progressivement monter pour effectivement mettre en œuvre à la fois le programme grand carénage et puis les EPR2. Et donc par rapport à ça, on va aussi avoir une évolution technologique associée à cette montée en charge. Il y a la direction industrielle côté EDF qui a déjà énormément travaillé pour tout ce qui est fabrication sur le nouveau nucléaire, et est arrivé le dossier corrosion sous contrainte où là il y a eu aussi un énorme travail à la fois côté direction industrielle et au niveau de l'ensemble des fournisseurs au niveau des contrôles. Et donc demain on va être dans une situation où il va falloir lancer tous ces développements, et donc tout ça va nécessiter beaucoup de ressources pour ces développements et ensuite pour pouvoir les mettre en œuvre. Alors, en parlant d'évolution, donc il y a 3 axes qui sont majeurs, hein. Le premier, on parlait de l'augmentation de charge. C'est relativement simple. Il y a le parc existant qui nécessite donc cette capacité-là. L'autre chose, Laurent l'a cité, c'est la corrosion sous contrainte. Il faut avoir des appels de charge de plusieurs centaines de personnes en quelques semaines. Donc c'est relativement conséquent. Vous voyez qu'on est sur un nombre limité. Et puis bien sûr les programmes neufs. Alors pas uniquement les EPR2. Hein. Je pense au programme défense ou la partie expérimentale comme ITER, qui aussi prend beaucoup de ressources. Donc il y a l'augmentation de charge. L'autre chose, c'est tout ce qui est automatisation, robotisation. Alors c'est un sujet qui prend beaucoup d'ampleur, de façon légitime, pour plusieurs choses. Hein. C'est le temps métal, ça a été cité tout à l'heure, et notamment le temps interopération, qui est un vrai sujet. L'autre point, c'est que sur le parc existant, il y a comme des contraintes, notamment dosimétriques, qui font qu'aujourd'hui, on a un besoin de plus en plus de robots. Et l'autre chose, si on prend un peu de Rex, notamment sur Flamanville, c'est toute la notion de traçabilité et de répétabilité. Donc la partie encodage ou robotisation est un élément clé pour demain. L'autre point, c'est la formation. Ça a été discuté un petit peu tout à l'heure. Les besoins étant montés en puissance forte, il faut imaginer qu'on est en train de regarder et de chercher du monde qui sont en fin du collège, début du lycée. Hein, on cherche beaucoup de Bac+3, j'ai entendu aussi, Bac+2, Bac+3, pas forcément des ingénieurs, mais on doit chercher très tôt, parce qu'on a un métier où il n'y a pas de formation dédiée, ou alors très très peu. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de créer avec différentes universités, comme l'université du Mans. Donc il faut aller chercher les gens extrêmement tôt, et c'est maintenant. Alors l'intérêt, c'est ce que je vous disais, c'est comme c'est un métier qui passe avec beaucoup de robotisation, d'automatisation, ça attire les gens. Mais complexe, c'est un double métier. On fait du contrôle et en plus on pilote des machines. Avec tout ça, ça nous porte quelques contraintes quand même. Ben oui, et donc rapidement, parce on va effectivement avoir beaucoup d'investissements qui vont venir, mais il faut absolument que ces investissements nous permettent après de gagner en productivité. C'est vraiment quelque chose de capital, et il faut que l'ensemble aussi des différents titulaires se préparent à mettre en œuvre toutes ces nouvelles technologies pour qu'on puisse effectivement être prêt le moment venu à réaliser l'ensemble de ces contrôles. Merci beaucoup, messieurs. Deux groupes très transverses,